Je n'aurais jamais cru être le genre d'homme assis dans une voiture garée à minuit, avec la pluie battant le pare-brise, fixant l'éclat d'une enseigne de motel tandis que tout mon monde s'écroulait. Pourtant, j'étais là, regardant ma femme depuis 12 ans entrer dans la chambre 114 avec un homme qui n'était pas moi. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures devinrent blanches et je sentis quelque chose se briser en moi. Pas seulement mon cœur, mais toute ma compréhension de ma vie. Permettez-moi de revenir en arrière. Je m'appelle Nathan Porter. Tout le monde m'appelle Nat. J'ai 38 ans. Je travaille comme ingénieur civil et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir une vie plutôt décente. Rien d'extraordinaire, mais solide. Le genre de vie que l'on construit soigneusement, brique après brique. Ma femme Mélanie, Mel pour les amis et la famille, travaillait chez Silver Creek Hervé Salle, l'un des plus grands concessionnaires de véhicules récréatifs de l'État. Elle était leur meilleure vendeuse, 4 années consécutives. Mel savait tout sur ces véhicules. Elle pouvait vous dire les spécifications du moteur, la capacité de remorquage, la différence entre les réservoirs d'eau grise et noire. Les clients l'aimaient car elle ne les rabaissait jamais, même ceux qui ne connaissaient rien aux véhicules récréatifs. Elle avait une façon de mettre les gens à l'aise, de les faire rire. C'est ce qui m'avait fait tomber amoureux d'elle tant d'années auparavant. « Tu aurais dû voir ce couple aujourd'hui », disait-elle en retirant ses talons après le travail. Le mari insistait pour avoir le plus grand camping-car diesel du lot. La femme me lançait ses regards. J'ai fini par leur montrer un joli camping-car de classe C compact qui fait le double de kilomètres. Au final, même lui a admis que c'était la meilleure option. Ces histoires étaient notre rituel. Elle me racontait sa journée, les personnages qu'elle avait rencontrés, les ventes qu'elle avait conclues. Moi, je lui parlais de tout pont ou élargissement d'autoroute sur lequel je travaillais. Pas aussi coloré, mais elle écoutait toujours. Nous dînions, regardions peut-être quelque chose à la télévision, puis nous allions nous coucher. Simple, confortable, du moins c'est ce que je pensais. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé début février. Mel a cessé de partager ses histoires de travail. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Tout le monde a des phases calmes, n'est-ce pas? Mais ensuite, j'ai remarqué d'autres choses. Elle a commencé à prendre plus de temps pour se préparer le matin. De nouveaux vêtements, un parfum différent. Elle vérifiait son téléphone constamment, se tournant légèrement quand des messages arrivaient. « Tout va bien au travail ?» demandai-je un soir pendant le dîner. Un plat chinois à emporter qui refroidissait pendant qu'elle regardait son téléphone. « Oui, oui, tout va bien. » Elle n'a pas levé les yeux, juste occupée. Nous avons reçu une nouvelle cargaison d'Airstream. C'est bien, non? Ça se vend toujours bien. Oui. Elle posa le téléphone. Elle me fit finalement un sourire rapide qui n'atteignit pas ses yeux. Comment va le viaduc de Robertson? Ce fut la première fois que je le sentis. Ce neuf froid dans mon estomac. Mel savait que je ne travaillais plus sur le projet Robertson. Je lui parlais du nouvel échangeur d'autoroute depuis des semaines. J'ai essayé de l'ignorer. Peut-être était-elle simplement distraite. Le stress du travail. Mais le nœud persista, se serrant un peu plus chaque jour. Elle a commencé à travailler tard plus souvent. Parfois, elle rentrait à la maison sentant légèrement le whisky. Juste un verre avec l'équipe pour fêter une grosse vente, disait son patron, Alex Davison. Apparemment, il avait institué ces petites célébrations. Alex, même son nom commença à m'irriter. Alex pensait ceci. Alex suggérait cela. Alex mettait en œuvre une nouvelle stratégie de vente. Alex, Alex, Alex. Je l'avais rencontré quelques fois lors d'événements d'entreprise. Un homme grand d'une quarantaine d'années. Avec cette apparence soignée de quelqu'un qui dépense beaucoup pour ses coupes de cheveux et ses montres. Il avait toujours ce sourire qui semblait répéter devant un miroir. Trop parfait, trop confiant. Je ne l'ai jamais aimé, mais je l'ai gardé pour moi. Mel semblait le respecter et c'était ce qui comptait jusqu'à la nuit où tout a basculé. C'était un jeudi de mars. Mel avait envoyé un message disant qu'elle serait en retard, une autre célébration d'équipe. J'ai décidé de la surprendre avec un dîner à son retour à la maison. J'ai acheté des steaks chez le boucher qu'elle aimait. J'ai trouvé des légumes sophistiqués que je ne savais même pas prononcer. J'ai même fait un détour par la cave à vin pour son vin préféré. Vers 21h, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. J'avais tout préparé. Table mise, bougies allumées.
Musique à faible volume. Le romantisme n'était pas mort dans notre Maria. G.E. Du moins, je ne le pensais pas. Au moment où elle est entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Son chemisier était mal boutonné. Ses cheveux étaient en désordre d'une manière qui ne pouvait pas s'expliquer par le vent. Et quand elle a vu la table, les bougies, moi, debout là avec un sourire stupide sur le visage, elle a eu l'air coupable. Oh, Nat, sa voix s'est un peu brisée. Qu'est-ce que tout cela? J'ai juste pensé à te faire une surprise. Journée difficile. Elle a hoché la tête sans me regarder dans les yeux. Tu peux en parler? Tu veux en parler? En fait, je crois que j'ai d'abord besoin d'une douche. Elle est passée rapidement à côté de moi, son parfum mélangé à autre chose. Une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Je suis resté là longtemps après qu'elle soit montée à l'étage, regardant les bougies vacillantes, les steaks refroidir. Le nœud dans mon estomac s'est transformé en un bloc de glace. Plus tard, après un dîner silencieux où elle a picoré sa nourriture et évité la conversation, je l'ai observée tandis qu'elle regardait son téléphone à nouveau, son visage illuminé par la lumière bleue. Elle s'est penchée légèrement sur le côté, mais j'ai pu apercevoir des fragments de SMS. Un nom n'arrêtait pas d'apparaître. Alex. Alex. Alors j'ai dit, essayant de garder ma voix décontractée. Comment va Alex ces jours-ci? Son pouce s'est figé au milieu du défilement. Quoi? Ton patron, comment va-t-il? Fait-il toujours ses célébrations d'équipe? Il va bien. Et oui, c'est là que j'étais ce soir. Elle a éteint son téléphone, me regardant finalement. Pourquoi? Juste de la curiosité. Tu parles beaucoup de lui. Elle a froncé les sourcils. Je ne parle pas tant que ça de lui. Peut-être pas dernièrement, j'ai concédé. Dernièrement, tu ne parles pas beaucoup de rien. Cela a allumé quelque chose dans ses yeux. De l'irritation, peut-être même de la colère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien, juste une observation. Je me suis levé, ramassant nos assiettes. Tu as été distante, distraite. J'ai travaillé dur, Nat. Le nouveau trimestre vient de commencer et Alex a fixé des objectifs de vente assez agressifs. Il était là de nouveau. Alex, bien sûr. Je me suis dirigé vers la cuisine, puis je me suis arrêté. Ton chemisier était mal boutonné quand tu es rentré à la maison. Le silence derrière moi fut assourdissant. Quand je me suis retourné, son visage était devenu pâle. Qu'est-ce que tu insinues? Sa voix était tendue. Je n'insinue rien, je dis juste ce que j'ai vu. Elle se leva brusquement. Je vais me coucher. Je suis trop fatigué pour ça. Cette nuit-là, elle dormit sur le côté, me tournant le dos, aussi près que possible du bord du lit sans tomber. Je suis resté éveillé pendant des heures, fixant le plafond, la glace dans mon estomac se répandant dans mes veines. Le lendemain matin, elle était partie avant que je ne me réveille. Un SMS expliquait qu'elle avait une réunion tôt avec Alex. Ce jour-là, je me suis porté malade au travail. De toute façon, je ne pouvais pas me concentrer. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai fouillé ses affaires, ses tiroirs, son placard, son côté de la salle de bain. Je n'étais même pas sûr de ce que je cherchais jusqu'à ce que je le trouve. Un petit carnet noir caché dans une boîte à chaussures au fond de son placard. La majeure partie était des choses de travail, noms de clients, préférences, notes de suivi, mais il y avait aussi d'autres entrées personnelles concernant Alex, comment il avait commencé à la flatter davantage. De petites touches sur son bras ou son dos pendant les conversations, des réunions privées dans son bureau pour discuter de stratégie, puis les entrées ont changé. Adé m'a invité à dîner pour discuter du compte Henderson. Il a dit que ce serait plus confortable en dehors du bureau. J'aurais dû dire non. La page suivante était brève. J'ai dit oui au dîner. Qu'est-ce que je fais? Après cela, les entrées sont devenues plus sporadiques, mais plus intenses. Adé m'a embrassé dans son bureau aujourd'hui. Je ne l'ai pas arrêté. J'ai rencontré Adé au Lakeside Motel. J'ai dit à Nat que c'était une vente tardive. Je déteste lui mentir. Adé dit qu'il tombe amoureux de moi. Il dit qu'il ne s'est jamais senti comme ça. Je ne sais plus quoi croire. La dernière entrée datait d'il y a 2 jours. Adé veut que je quitte Nat. Il dit que nous pourrions recommencer ailleurs.
Une partie de moi veut le faire. Qu'est-ce que cela dit de moi? Je me suis assis sur le sol de notre chambre pendant ce qui a semblé des heures, le carnet ouvert sur mes genoux. 12 ans. 12 ans de ce que je croyais être un bon mariage et elle envisageait de me quitter pour un directeur des ventes à la voix douce, avec une belle montre et un sourire répété. Quand je me suis finalement levé, j'avais un plan. Il n'était pas bon, peut-être, mais c'était un plan. Je ne la confronterai pas encore. J'observerai, j'attendrai, je rassemblerai mes propres preuves et ensuite, eh bien, je n'étais pas sûr de ce qui viendrait après. Cette nuit-là, quand elle est rentrée à la maison, j'ai fait semblant que tout était normal. Je lui ai posé des questions sur sa journée, je lui ai parlé d'un problème avec l'un de mes projets. Nous avons dîné, regardé la télévision, mais tout semblait vide, comme si nous étions des acteurs dans une pièce récitant des répliques sans les ressentir. Elle a reçu un message vers 21h qui l'a fait se lever brusquement. J'ai oublié des papiers au bureau. Les Henderson viennent demain matin et j'ai besoin de consulter leur dossier. Tu veux que je te conduise, proposai-je. Non, non, ce sera rapide. Elle était déjà en train de prendre son sac, ses clés. Ne m'attends pas si tu es fatigué. Après son départ, j'ai attendu 10 minutes, puis je l'ai suivi, non pas à son bureau, comme il s'est avéré, mais au Lakeside Motel sur la route 16. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai observé comment elle se garait sur le parking. Elle vérifiait son maquillage dans le rétroviseur puis se dirigeait vers la chambre 114. Alex l'attendait à la porte et c'est ainsi que je me suis retrouvé assis dans ma voiture à 2 heures du matin, avec la pluie ruisselant sur les vitres, regardant la porte de la chambre 114 comme un personnage pathétique dans un mauvais film. Elle est sortie exactement à 2h17 du matin. Je le sais parce que j'ai vérifié ma montre, voulant me souvenir du moment précis où mon mariage est officiellement mort sous mes yeux. Alex l'a embrassée à la porte. Pas un baiser rapide, mais profond et prolongé. Ses mains ont glissé le long de son dos, plus bas que ce qu'un patron devrait toucher chez une employée. Elle ne l'a pas repoussé. Je l'ai suivie chez nous, me tenant suffisamment loin pour qu'elle ne me remarque pas. J'ai observé tandis qu'elle entrait dans notre allée, vérifié son apparence de nouveau, vaporisé quelque chose, probablement du parfum, pour masquer son odeur et entrer dans notre maison. Je lui ai laissé 20 minutes pour prendre une douche et se mettre au lit avant d'entrer. Elle faisait semblant de dormir quand je suis entré dans la chambre. Je suis resté longtemps à la porte, regardant sa silhouette sous les draps. La femme que je croyais connaître. Comment était le bureau, demandai-je à voix basse. Elle sursauta. Puis elle se retourna lentement. Quoi? Oh, bien. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Bien, fis-je une pause. Et comment allait Alex? Son corps se tendit. Quoi? Alex, ton patron, le type avec qui tu viens de passer 4 heures au Lakeside Motel. Elle s'assit, serrant le drap contre sa poitrine. Nat, non. Ma voix sonnait étrange, même pour moi, calme, mais vide. Ne mens plus. Je t'ai vu, je t'ai suivi. Je t'ai vu entrer dans cette chambre et je t'ai vu sortir. Je l'ai vu t'embrasser pour te dire au revoir. Les larmes remplirent ses yeux. Ce n'est pas ce que tu penses. Je ris. Un son rauque et sans humour. Sérieusement, c'est ce que tu vas dire? La plus vieille réplique du livre. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Expliquer quoi, Mel? Expliquer comment tu as couché avec ton patron? Comment tu m'as menti pendant, combien de temps ça dure? Elle pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. 2 mois, mais Nat, c'est compliqué. 2 mois, répétai-je. 2 mois de mensonges. 2 mois à rentrer à la maison avec moi après avoir été avec lui. Je passais une main dans mes cheveux. Mon Dieu, je me sens mal. S'il te plaît, Nat, assieds-toi. Parlons-en. Parlez. Je secouai la tête. J'ai trouvé ton carnet, Mel. Je sais que tu penses à me quitter pour lui. Qu'y a-t-il à discuter? Ses yeux s'écarquillèrent à la mention du carnet. Tu as fouillé mes affaires. Oui, je l'ai fait. Après des mois où tu étais distante, où tu rentrais tard à la maison, où tu sentais l'eau de Cologne d'un autre homme. Oui, j'ai fouiné. Poursuis-moi en justice. C'est privé, murmura-t-elle. Le mariage aussi, répondis-je. Ou du moins, je pensais que le nôtre l'était. Elle regarda ses mains.
Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Personne ne le veut jamais. Je m'appuyais contre le cadre de la porte. Soudainement épuisé. Alors, quoi maintenant? Tu veux être avec lui? Tu veux partir? Je ne sais pas. Sa voix était faible. Je suis confuse. Confuse? Répétai-je. Eh bien, laisse-moi t'aider avec cette confusion. Je vais à l'hôtel ce soir. Tu peux rester ici et décider ce que tu veux, mais je te dis ceci, si tu le choisis, c'est fini entre nous, sans seconde chance. Nat, s'il te plaît, j'ai besoin d'air. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Une question, l'aimes-tu? Elle ne répondit pas immédiatement, ce qui en soi était une réponse. Finalement, elle murmura, je crois que oui. J'acquiesçai lentement. Alors, peut-être devrais-tu être avec lui. J'ai fait mon sac pendant qu'elle pleurait d'âne. Est-ce notre lit? Le lit que nous avions choisi ensemble il y a 6 ans. Discutant amicalement des matelas fermes versus moelleux. Le lit où nous avions fait l'amour d'innombrables fois. Le lit où, apparemment, notre mariage avait commencé à mourir sans que je m'en aperçoive. Tandis que je me dirigeais vers la porte, elle cria, Nat, attends. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Alex. Je fis une pause, la main sur la poignée de la porte. À moins qu'il ne meure d'une maladie en phase terminale, ça m'est égal. Il n'y a pas que moi. Sa voix était maintenant plus ferme. Il fait ça avec toutes les employées de vente. Il le fait depuis des années. Je me suis retourné lentement. Quoi? Elle s'est essuyé les yeux. Il choisit quelqu'un, leur montre une attention particulière, les fait se sentir choisis. Puis il passe à la suivante. Il y avait Diane avant moi et Rebecca avant elle. Et tu savais ça quand tu as commencé à coucher avec lui. Je n'ai pas pu empêcher le dégoût dans ma voix. Je pensais que c'était différent, dit-elle à voix basse. Il a dit que j'étais différente. Jésus, Mel, je secouai la tête. Ils disent toujours ça. C'est de la manipulation de base. Je le sais maintenant, murmura-t-elle. Mais ça semblait réel, assez réel pour risquer notre mariage, pour me mentir en face pendant des mois. Je suis désolé. Oui. J'ai ouvert la porte. Moi aussi. J'ai passé la nuit au Comfort Inn le long de l'autoroute. Je n'ai pas dormi, j'ai juste regardé le plafond, rejouant les derniers mois dans ma tête, cherchant des signes que j'avais ignorés. Maintenant, il y en avait beaucoup, maintenant que je savais quoi chercher. Le matin est arrivé, et avec lui la clarté. Je n'étais pas prêt à abandonner 12 ans de mariage. Pas sans me battre, pas sans faire payer Alex Davison pour ce qu'il avait fait. Je suis allé au travail, même si je ne pouvais pas me concentrer du tout. Mon collègue Tony a remarqué que quelque chose n'allait pas. Tu as l'air d'un zombie, mec, dit-il en s'affalant sur la chaise devant mon bureau. Tout va bien? J'ai envisagé de mentir, de dire que tout allait bien. Au lieu de cela, je me suis entendu dire, Mel a une liaison avec son patron. Le visage de Tony s'est effondré. Nat, je suis désolé. Tu es sûr? Je l'ai surprise dans un motel avec lui hier soir. Il fit une grimace. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Je me suis frotté les yeux. Mais j'ai besoin de faire quelque chose. Apparemment, ce type a l'habitude de courir après ses employés, il les fait se sentir spéciales, couche avec elles, puis passe à la suivante. Tony a froncé les sourcils. Ça ressemble à du harcèlement sexuel. Oui, je suppose que oui. Je n'y avais pas pensé de cette façon. J'avais été trop concentré sur la trahison, sur ma propre douleur. Non, sérieusement. Tony s'est penché en avant. Si c'est son patron, il y a une dynamique de pouvoir là-dedans. Même si elle était consentante, ça reste quelque chose de louche. Elle était définitivement consentante, dis-je avec amertume. Peut-être, haussait les épaules Tony, ou peut-être s'est-elle sentie sous pression. Quoi qu'il en soit, ce qu'il fait est mal. Et s'il l'a fait plusieurs fois où elle a mentionné 2 femmes avant elle, alors il y a un schéma. C'est le genre de choses qui font que les entreprises sont poursuivies en justice. Cela a allumé quelque chose dans mon esprit. Tu crois que je pourrais poursuivre Silver Creek Hervey? Je ne suis pas avocat, mais il semble qu'ils aient un prédateur dans leur direction qu'ils ont laissé continuer ce comportement. Alors oui, peut-être. Il fit une pause.
Mais est-ce vraiment ce que tu veux? Poursuivre l'entreprise de ta femme. Je ne savais pas ce que je voulais. De la vengeance, peut-être de la justice, un moyen de donner un sens au désastre qu'était devenu ma vie. Écoute, dit Tony. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire dans son cabinet comptable. Un associé continuait de lui faire des avances, lui faisant comprendre que sa carrière avancerait plus vite si elle était plus aimable avec lui. Elle l'a finalement dénoncé et il s'est avéré qu'il avait fait la même chose avec au moins 4 autres femmes. Que s'est-il passé? Le cabinet a trouvé un arrangement à l'amiable pour éviter la publicité. L'associé a été licencié. Ma sœur a reçu une bonne indemnité et une bonne recommandation pour son prochain emploi. J'acquiesçai lentement. J'ai besoin de parler à Mel à nouveau. Obtenir l'histoire complète. Essaie juste de garder l'esprit ouvert, conseilla Tony. Les affaires ne sont jamais simples et quand il s'agit d'un patron et d'une employée, il y a des couches. J'ai envoyé un message à Mel lui demandant si nous pouvions parler ce soir-là. Elle a répondu immédiatement. Oui, s'il te plaît, rentre à la maison. J'ai besoin de tout te raconter. La journée de travail passa lentement. Quand je suis finalement arrivé à notre allée ce soir-là, mon estomac était noué. Une partie de moi voulait lui pardonner, essayer de reconstruire ce que nous avions. Une autre partie voulait partir et ne jamais regarder en arrière. Et une petite partie sombre voulait trouver Alex Davison et le frapper jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Mel attendait dans le salon, les yeux rougis à force de pleurer. Elle avait préparé du café qui était intact sur la table entre nous. « Je suis désolée, dit-elle dès que je me suis assis. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolée. J'ai acquiescé. J'ai besoin de comprendre comment ça s'est passé, Mel. » Elle prit une profonde inspiration. Ça a commencé petitement. Des éloges sur mes chiffres de vente, puis des éloges sur mon apparence, des réunions privées dans son bureau qui se prolongeaient tard. Il nous servait à boire à tous les deux. Il disait que nous le méritions après une longue journée. Et tu ne voyais pas où ça menait? Je pensais qu'il me respectait professionnellement, dit-elle à voix basse. Il parlait de me promouvoir directrice des ventes. Il disait que j'avais du potentiel. C'était avant ou après qu'il ne commence à te toucher? Elle frissonna. Pendant, je suppose. Avec le recul, tout était calculé. La façon dont il se tenait trop près, les touches occasionnelles qui sont devenues moins occasionnelles, toujours quand il n'y avait personne d'autre autour. Et tu l'as permis. Oui. Elle me regarda droit dans les yeux. Je l'ai fait. J'étais flatté. Les choses entre nous étaient devenues routinières. Il me faisait me sentir désirée, importante. Ça a fait mal. Alors, c'est ma faute? Je ne t'ai pas assez complimenté, alors tu as couché avec ton patron? Non, mon Dieu, non, elle a nié avec véhémence. C'est ma faute, ma faiblesse, ma terrible décision. J'essaie juste d'expliquer, pas d'excuser. Continue, dis-je, ma voix tendue. La première fois qu'il m'a embrassé, c'était après le banquet des ventes de fin d'année. Nous avions tous trop bu. Il a proposé de me ramener chez moi, mais nous nous sommes arrêtés à son bureau pour vérifier quelque chose d'important. Il n'y a pas eu de vérification, juste lui m'embrassant, disant à quel point j'étais incroyable. J'ai fermé les yeux, ne voulant pas l'imaginer. J'aurais dû l'arrêter là, continua-t-elle. Mais je ne l'ai pas fait. Les choses ont escaladé. Nous avons commencé à nous rencontrer après le travail dans ce motel. Elle déglutit. Je me disais que ce n'était que physique, que ça ne signifiait rien, que ce que toi et moi avions été différent, plus profond. Mais ensuite, tu as commencé à avoir des sentiments pour lui. Elle a acquiescé misérablement. Il disait toutes les bonnes choses, qu'il n'avait jamais ressenti cette connexion auparavant, que nous pouvions avoir un avenir ensemble. Elle rit amèrement. J'ai été si stupide. Qu'est-ce qui a changé? Hier, après que tu m'aies confronté, je l'ai appelé. Je lui ai dit que tu savais tout. Tu veux savoir ce qu'il a dit? Sa voix s'est durcie. Il a dit que c'était probablement mieux ainsi, que ça devenait compliqué de toute façon, que je devrais prendre du temps pour arranger les choses avec mon mari pendant qu'il se concentrait sur des affaires urgentes. Affaires urgentes, répétai-je. Comme qui sera sa prochaine cible? Elle essuya probablement une larme. C'est là que tout est devenu clair, ce que j'avais risqué, ce que j'avais jeté. Pourquoi?
pour un homme qui me voyait comme quelque chose de temporaire, de jetable. Nous sommes restés silencieux un long moment. Dehors, le chien d'un voisin aboyait. À l'intérieur, la pendule sur la cheminée tic-tac résonnait fort. « Je veux arranger ça, Nat, dit-elle finalement. Je sais que je ne mérite peut-être pas une autre chance, mais je la demande. Je ferai tout ce qu'il faut. » J'ai étudié son visage. Le visage auprès duquel je m'étais réveillé pendant 12 ans. Le visage que j'aimais encore malgré tout. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, dis-je honnêtement. »« Je comprends. » Elle a acquiescé. La confiance, ça se gagne. Je suis prête à essayer si tu le es. Et Alex alors? Ils s'en tirent juste et passent à Jessica comme si rien ne s'était passé? Son expression changea. Elle se durcit. Non, non, il ne s'en tirera pas. À quoi tu penses? J'ai réfléchi à ça toute la journée, à ce qu'il a fait non seulement à moi, mais aussi à Diane et Rebecca avant moi. Et maintenant, il a jeté son dévolu sur Jessica. Elle se pencha en avant. Je veux l'arrêter, Nat. Je veux m'assurer qu'il ne puisse faire ça à personne d'autre. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti autre chose que de la douleur et de la trahison. Un sens du but. Peut-être. Comment? J'ai conservé des preuves, dit-elle, des SMS, des emails. J'ai enregistré certaines de nos conversations, pas les choses intimes, mais ce qu'il a dit sur ma carrière, sur les promotions liées à notre relation spéciale. Elle me regarda fixement. NT. Je crois que c'est suffisant pour monter un dossier. Un cas de harcèlement? Oui, mais je ne peux pas le faire seul, hésita-t-elle. Les autres femmes ont peur. Diane travaille toujours là-bas. Rebecca est partie, mais elle a signé un accord de confidentialité dans le cadre de son indemnisation. Elles ont plus à perdre que moi. Et moi, j'ai tout à perdre, dit-elle à voix basse. Mon emploi, ma réputation, toi. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Mais je suis déjà en train de perdre ces choses, n'est-ce pas? Au moins de cette façon, quelque chose de bien pourrait venir de mon erreur. J'ai considéré ces mots. Était-ce un remords sincère, un désir de justice ou juste un moyen de regagner ma sympathie? Je ne pouvais pas en être sûr. Si nous faisons ça, dis-je lentement, ça ne nous arrangera pas. Tu comprends ça? Ce n'est pas un grand geste qui efface ce qui s'est passé. Je le sais, murmura-t-elle. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui, de s'assurer que Jessica ne se retrouve pas dans la même situation. J'acquiesçai. D'accord. Quel est ton plan? Le plan, comme il s'est avéré, était à la fois simple et risqué. Mais elle irait au département des ressources humaines avec ses preuves, les SMS, les emails et les enregistrements. Elle raconterait tout, y compris son propre consentement, mais le situerait dans le contexte du comportement habituel d'Alex et de la dynamique de pouvoir en jeu. Et si on te renvoie sur le champ? Il le pourrait, reconnut elle, mais il devrait aussi renvoyer Alex ou risquer un procès. Et si on me renvoie pour avoir dénoncé ça, c'est des représailles. As-tu bien réfléchi à tout ça? Oui, j'y ai bien réfléchi. Elle semblait déterminée. J'ai parlé à une avocate aujourd'hui juste pour comprendre mes options. Elle a dit que j'avais un dossier, surtout avec les preuves que j'avais recueillies. Une avocate. J'étais surpris. C'était proactif. J'ai besoin de réparer ce que je peux. Nat. Elle tendit la main, puis s'arrêta. Je ne peux pas annuler ce que je nous ai fait, mais je peux essayer de m'assurer qu'Alex ne blesse personne d'autre. Je ne pris pas sa main, mais j'acquiesçai. Quand iras-tu au service des ressources humaines? Demain matin à la 1re heure. Tu veux venir avec moi? Elle parut surprise. Tu le ferais, après tout ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de nous. Je répétais ces mots précédents. Il s'agit de faire ce qui est juste. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées. J'ai pris la chambre d'Amy, la laissant dans notre lit. Aucun de nous n'a beaucoup dormi. Vers 3 heures du matin, je l'ai entendue sangloter doucement à travers le mur. J'ai failli aller la rejoindre, j'ai failli offrir du réconfort, mais la blessure était encore trop fraîche. Je me suis retourné et j'ai regardé le mur jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus séparément à Silver Creek Hervey Salle. La salle d'exposition venait à peine d'ouvrir à notre arrivée.
des véhicules rutilants alignés sous le soleil printanier éclatant. Cela semblait si normal, si ordinaire, difficile de croire que c'était le théâtre de tant de tromperies. Mel redressa ses épaules en entrant. Le bureau des ressources humaines est à l'arrière. Nous sommes passés devant des vendeurs qui se préparaient pour la journée. Quelques clients regardaient déjà les petits camping-cars près de l'entrée. Une jeune femme, probablement Jessica, pensais-je, rangeait des brochures au comptoir de la réception. Elle sourit à Mel. « Bonjour, Madame Porter. Monsieur Davison vous cherchait. Il a dit de vous envoyer à son bureau dès votre arrivée. » Mel se tendit à mes côtés. « Merci, Jess. J'y serai bientôt. » Le bureau d'Alex était visible à travers une paroi vitrée. Un bureau d'angle, bien sûr, avec une vue imprenable sur toute la salle d'exposition. Il était au téléphone, les pieds sur le bureau, riant de quelque chose. Il nous a vus et nous a fait signe d'entrer. Son sourire vacilla légèrement lorsqu'il remarqua que j'étais là. « Changement de plan », murmura Mel. « Allons voir Alex en premier. »« Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, la mâchoire ferme. « Très sûr. » Alex raccrochait le téléphone lorsque nous sommes entrés, son sourire étudié en place. « Mélanie et Nathan, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Enfin l'achat d'un véhicule récréatif? » Il rit de sa propre blague. « Non, Alex. » La voix de Mel était calme, professionnelle. « Je suis ici pour te donner ceci. » Elle posa une grande enveloppe sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est? » Il ne fit aucun mouvement pour la toucher. « Des copies de tout. Les messages, les emails, les enregistrements de nos conversations sur les opportunités d'avancement dans ma carrière. » Mel fit des guillemets avec ses doigts en prononçant les derniers mots. « Je suis en route pour les ressources humaines dès maintenant pour déposer une plainte formelle pour harcèlement sexuel et pour avoir créé un environnement de travail hostile. » Le sang quitta son visage. Mélanie. « Allons, c'est ridicule. Nous avions une relation consentie. Nous l'avons eue. » Sa voix était maintenant tranquille. « Ou tu m'as systématiquement choisi parce que j'étais ta subordonnée, tout comme tu l'as fait avec Diane et Rebecca et qui sait combien d'autres. » Il me regarda, puis elle. « Je vois que le mari a découvert. Alors maintenant, tu cries au harcèlement pour sauver ton mariage. » Quelle élégance, Mel. Vraiment élégant. Je fis un pas en avant. En fait, c'était son idée, pour que ce soit clair, notre mariage n'est pas sauvé, loin de là. Mais cela ne change rien au fait que tu es un prédateur qui utilise sa position pour manipuler les femmes. Alex se leva, la colère remplaçant la surprise. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Mélanie s'est insinuée auprès de moi. Demande à n'importe qui au bureau. Elle est à mes trousses depuis des mois. Vraiment. Mel leva un sourcil. Devrions-nous demander à Jessica? Je t'ai vu t'approcher d'elle hier. Le même scénario, n'est-ce pas? Compliments, réunion privée, promesse de promotion. Sortez de mon bureau. Grognatait-il à tous les deux. Mélanie, tu es virée. Nettoie ton bureau. Elle sourit froidement. Tu n'as pas l'autorité de me licencier pour avoir signalé du harcèlement. C'est de la rétorsion et c'est illégal. Mais, s'il te plaît, mets-le par écrit. Mon avocat appréciera la preuve. La porte s'ouvrit derrière nous. Une femme en tailleur élégant se tenait là, fronçant les sourcils. Que se passe-t-il ici? Je pouvais vous entendre depuis mon bureau. Alex, Mélanie, qu'est-ce qui s'est passé? Mel se tourna. Madame Rive, j'étais en chemin pour vous voir. En fait, je dois déposer une plainte formelle. Patricia Rive, la directrice des ressources humaines, nous regarda de Mel à Alex, à moi, puis de nouveau à Mel. Pourquoi ne poursuivons-nous pas cette conversation dans mon bureau? Tous les trois. Les heures suivantes furent brutales. Mel exposa tout. Le flirt initial, l'escalade, l'aventure, le schéma de comportement avec d'autres employés. Elle admit sa propre culpabilité tout en soulignant la dynamique de pouvoir en jeu. Elle présenta ses preuves méthodiquement, professionnellement. Alex nia tout au début. Puis il tenta de peindre Mel comme une maîtresse méprisée lorsque les preuves devinrent trop accablantes pour être niées. Elle est seule. Elle est en colère parce que j'ai rompu avec elle, insista-t-il. C'est de la vengeance, pure et simple.
C'est pourquoi tu m'as dit que c'était pour le mieux quand mon mari a découvert, répliqua Mel. Parce que tu passais déjà à Jessica de toute façon. Madame Reeves fronça les sourcils. Jessica Miller, notre nouvelle assistante financière. Demandez-lui si Alex lui a accordé une attention particulière, suggéra Mel. Réunion privée, compliments, offre de mentorat. Madame Reeves prit une note. Je le ferai, mais pour l'instant, je dois porter cela à la haute direction. Vous devez tous deux rentrer chez vous pour aujourd'hui, avec rémunération. Nous poursuivrons cette enquête et vous contacterons. Vous ne pouvez pas être sérieuse, protesta Alex. Elle admet avoir eu une liaison avec moi. En quoi est-ce du harcèlement? Monsieur Davison, dit Madame Reeves. Le fait que vous ne compreniez pas le problème ici est précisément le problème. Veuillez prendre vos affaires et quitter les lieux. En sortant, Alex saisit le bras de Mel. Tu le regretteras, siffla-t-il. Personne ne t'embauchera après que j'ai fini de parler. Je me suis interposé entre eux. Lâche ma femme. Ta femme, rit-il amèrement. La femme qui a partagé mon lit pendant des mois. Cette femme. Je voulais le frapper. Dieu, comme je le voulais. Mais au lieu de cela, je souris. Oui, cette femme, celle qui est assez courageuse pour t'affronter, celle qui protège d'autres femmes de toi. Il lâcha son bras, nous regardant tous deux avec fureur avant de s'éloigner en courant vers le parking. Dans la voiture, Mel s'effondra finalement. Je suis désolé, je suis tellement désolé pour tout ça. Je ne la consolais pas, je ne le pouvais pas encore, mais je dis, ce que tu as fait là-bas était courageux. Cela ne règle rien entre nous. Non, convainc-je. Cela ne le fait pas. Nous avons roulé en silence après cela. Les jours suivants furent un étrange entre-deux. Nous nous tournions l'un autour de l'autre avec prudence, poliment, comme des colocataires plutôt que des époux. Mel dormait maintenant dans la chambre d'amis. J'avais repris notre lit, même si j'avais toujours du mal à y dormir. 3 jours après la confrontation, Madame Reeves appela. Silver Creek Hervé mettait fin à l'emploi d'Alex, avec effet immédiat. Une enquête avait révélé des plaintes similaires d'autres employés qui avaient eu peur de parler. À Mel, on offrait une promotion au poste de directrice des ventes, l'ancien poste d'Alex, si elle le souhaitait, ainsi qu'une augmentation de salaire significative. Et si je ne la veux pas, demanda Mel, le téléphone en haut-parleur pour que je puisse entendre. Alors, un généreux paquet de départ, répondit Madame Reeves. L'entreprise reconnaît que revenir pourrait être inconfortable étant donné les circonstances. Nous sommes prêts à offrir 6 mois de salaire, plus une référence positive pour un emploi futur. Mel leva un sourcil, une question dans les yeux. Je haussai les épaules. C'était sa décision. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle à Madame Reeves. Puis-je vous donner ma réponse la semaine prochaine? Bien sûr. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Après avoir raccroché, Mel se tourna vers moi. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je pense que tu devrais faire ce qui t'aidera à avancer, dis-je honnêtement. Que ce soit en acceptant la promotion ou en recommençant ailleurs. Et nous, sa voix était petite. Y a-t-il un moyen d'avancer pour nous? C'était la question. Pourrions-nous nous reconstruire après ça? Le voulais-je? Je ne sais pas, admis-je. Je suis encore en train de tout digérer. Je comprends. Elle essuya une larme. Pour ce que ça vaut, je veux essayer. Quoi qu'il faille faire. Thérapie, transparence totale, n'importe quoi. Laisse-moi y réfléchir. Dis-je, et je le pensais. J'y réfléchirai. Cette nuit-là, j'ai appelé Tony pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Alors, ce type méprisable et sans emploi, résuma-t-il. Bien, il méritait pire. Oui, mais maintenant je dois prendre une décision concernant mon mariage. Tony resta silencieux un instant. Que te dit ton instinct? Que je l'aime toujours, admis-je. Mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance à nouveau. La confiance peut être reconstruite, dit-il lentement. Cela prend du temps, du travail, mais les gens y arrivent. Le ferais-tu si c'était Rachel? Tony était marié à sa femme depuis 15 ans. Il y réfléchit. Honnêtement, je ne sais pas, mec. J'aimerais penser que j'essaierais, surtout après 12 ans ensemble, mais ce serait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Après avoir raccroché,
je me suis assis sur notre porche arrière, buvant une bière, regardant les étoiles apparaître. 12 ans à construire une vie ensemble. Étais-je prêt à tout jeter par-dessus bord, ou étais-je prêt à faire le travail difficile de reconstruction? J'étais toujours assis là quand Mel sortit, prenant timidement la chaise à côté de moi. Puis-je me joindre à toi? J'acquiesçai, lui tendant une bière de la glacière à côté de moi. Elle la prit, enleva le bouchon. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, dit-elle après un moment. Pas seulement l'aventure, mais tout ce qui y a mené. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes dans notre mariage avant Alex. Des problèmes que je ne voulais pas affronter, je l'ai averti. Elle but une gorgée de sa bière. Nous avons arrêté de parler, de vraiment parler, de nous connecter. Nous coexistions simplement. Je voulais le nier, dire que notre mariage avait été parfait avant qu'elle ne le gâche. Mais ce ne serait pas honnête. Oui, reconnus-je. Je l'ai senti aussi. Je ne savais juste pas quoi faire. Moi non plus. Elle regarda les étoiles. Alors j'ai pris la voie des lâches. J'ai trouvé de la validation ailleurs au lieu de travailler sur nous. Nous restâmes silencieux un moment, l'air frais de la nuit autour de nous. J'ai décidé de prendre l'indemnité de départ, dit-elle. Finalement, je ne peux pas y retourner. Trop de souvenirs. J'acquiesçai. Cela a du sens. Je vais aussi commencer à voir un thérapeute pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi j'étais si vulnérable à sa manipulation. C'est bien, dis-je, sincèrement. La conscience de soi était importante. Quoi qu'il arrive entre nous. Nat se tourna pour me regarder directement. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais envisagerais-tu une thérapie de couple? Non pas pour arranger les choses immédiatement, mais pour, je ne sais pas, obtenir une certaine clarté. Une clôture au moins, si c'est ce dont nous avons besoin. J'y réfléchis. La thérapie n'était pas admettre que nous pouvions sauver le mariage. C'était juste un pas vers la compréhension. D'accord, dis-je. J'essaierai la thérapie. Je ne peux rien promettre de plus. Le soulagement inonda son visage. Merci. C'est tout ce que je demande. Une chance d'essayer. 2 jours plus tard, nous avons une autre première séance avec la docteure Lavigne, une conseillère conjugale que la sœur de Tony avait recommandée. Ce fut inconfortable, douloureux, révélateur. Nous avons parlé des échecs de communication, des besoins non satisfaits, de l'aventure elle-même. La doctoresse ne jugeait pas, ne prenait pas parti, elle nous aidait simplement à exprimer ce que nous ressentions. Reconstruire la confiance prend du temps, nous dit-elle à la fin de la séance. Des mois, parfois des années, cela demande un effort constant des deux parties. Mélanie devra être transparente, patiente, compréhensive face aux déclencheurs et au recul de Nathan. Nathan, vous devrez être ouvert à la guérison, à ne pas utiliser l'aventure dans chaque désaccord. RD. Nous avons acquiescé, tous deux épuisés par le marathon émotionnel de cette première séance. Penses-tu que nous pouvons y arriver? Lui demandai-je sans embâche. Sois honnête. La doctoresse Lavigne réfléchit. J'ai vu des couples se remettre de pire, dit-elle finalement, mais cela dépend entièrement de votre engagement envers le processus, de la part de vous deux. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes installés dans une nouvelle routine. Des chambres séparées encore, mais des repas partagés. Thérapie 2 fois par semaine, conversations honnêtes, parfois brutalement, sur nos sentiments, nos peurs, nos espoirs. Mel s'est mise à chercher un emploi, mettant à jour son CV, contactant des connaissances dans l'industrie. Je me suis plongé dans le travail, trouvant du réconfort dans les problèmes directs de l'ingénierie, où chaque équation avait une solution si l'on appliquait la bonne formule. Une nuit, environ un mois après que tout eût explosé, je rentrai chez moi et trouvai Mel assise à la table de la cuisine, regardant son ordinateur portable avec une expression étrange. « Tout va bien ?» demandai-je en posant ma mallette. Je viens de recevoir un email de Jessica Miller, la nouvelle fille de la finance de Silver Creek. Que voulait-elle? Me remercier? Mel tourna l'ordinateur portable pour que je puisse voir le message. Apparemment, après le licenciement d'Alex, 5 autres femmes se sont manifestées avec des expériences similaires. 2 de Silver Creek, 3 de son ancienne entreprise. Il y a un schéma qui remonte à au moins 8 ans. Je parcourus l'email. Jessica écrivait qu'au début, elle s'était sentie flattée par l'attention, mais que quelque chose ne lui semblait pas juste.
Elle avait entendu parler de la plainte de Mel et s'était rendue compte de ce qui se passait et avait eu l'impression d'avoir été sauvée de commettre une terrible erreur. « Tu as fait quelque chose de bien, dis-je doucement en m'avançant. Peut-être, mais j'ai d'abord fait quelque chose de mal. Elle ferma l'ordinateur portable. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'étais susceptible à quoi que ce soit, et je pense que je cherchais de l'excitation, de la validation, quelque chose pour me sentir vivante à nouveau. Elle regarda directement vers nous. Notre vie était devenue si prévisible, Nat, si sûre. J'aime la sécurité, je le fais, mais parfois j'ai besoin de plus. Plus que ce que je te donnais, plus que ce que nous nous donnions l'un à l'autre. Elle se corrigea. Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de comprendre ce qui manquait pour que nous puissions décider si nous voulons le trouver ensemble ou séparément. Le mot séparément resta suspendu dans l'air entre nous. C'était la première fois que l'un de nous mentionnait explicitement la possibilité de mettre fin à notre mariage. « Qu'est-ce que tu veux » demandai-je, me surprenant par la franchise de la question. « Je nous veux, dit-elle sans hésiter. Je veux reconstruire, être meilleur, plus fort, mais seulement si tu le veux aussi. » Je le voulais. La trahison faisait encore mal. L'image d'elle entrant dans cette chambre de motel me revenait encore à l'esprit à des moments inattendus. Mais sous la douleur, il y avait toujours de l'amour, toujours une histoire, toujours une possibilité. Je ne suis pas prêt à décider encore, dis-je honnêtement, mais je ne suis pas prêt à partir non plus. Elle acquiesça, acceptant cela. Assez juste. 2 mois après le jour J, comme j'en étais venu à l'appeler, Mel reçut une offre d'emploi de Mountain View Recreation Vehicles, le principal concurrent de Silver Creek de l'autre côté de la ville. Meilleur salaire, meilleurs avantages, aucun antécédent de harcèlement au travail. « Je vais la prendre, me dit-elle pendant le dîner. Cela ressemble à un nouveau départ. Je pense que c'est intelligent. J'ai acquiescé. Elle commence dans 2 semaines, elle hésita un instant. Il y a autre chose que je voulais te demander. Qu'est-ce que c'est ? Envisagerais-tu un rendez-vous avec moi ? Elle semblait nerveuse, presque timide, non pas pour faire comme si tout allait bien, mais pour, je ne sais pas, nous rappeler ce que nous aimons l'un chez l'autre. Ce qui nous a rapprochés en premier lieu. Un rendez-vous, un concept si simple, mais qui semblait transcendant dans notre situation actuelle. Où irions-nous ? Me suis-je surpris à demander. N'importe où, sauf au Lakeside Motel, dit-elle. Une petite tentative d'humour qui me fit sourire. Que dirais-tu de Marlowe ? Suggérai-je. C'est là que nous avons eu notre premier rendez-vous il y a 13 ans, avant le mariage, avant la trahison, quand tout était nouveau et plein de possibilités. Ses yeux s'illuminèrent. Sérieusement, tu voudrais y aller ? Pourquoi pas ? La nourriture est toujours bonne. Et je pris une profonde inspiration. Et je ne suis pas prêt à abandonner notre histoire non plus, Mel. Je suis toujours en colère, toujours blessé, mais je veux essayer. Elle se pencha timidement sur la table, prenant ma main. Cette fois, je ne la retirai pas. Merci, murmura-t-elle, d'être prêt à essayer. Le rendez-vous à Marlowe fut étrange. En partie premier rendez-vous maladroit, en partie retrouvailles de vieux amis, en partie négociation tendue. Nous nous sommes tenus à des sujets sûrs au début. Le travail, la nouvelle maison de Tony et Rachel, un film que nous voulions tous les deux voir. Mais progressivement, la conversation s'est approfondie. « Te souviens-tu de notre première fois ici » demanda-t-elle en enroulant des pâtes autour de sa fourchette. « Tu étais si nerveux que tu as renversé ton verre d'eau. » Je souris au souvenir. « Et tu n'as même pas bronché. Tu as juste aidé à nettoyer et continué à parler comme si de rien n'était. J'essayais de t'impressionner, » admit-elle. « Tu me plaisais vraiment. Tu me plaisais vraiment aussi. » Je la regardais dans les yeux. « Je le fais encore quand tu ne te souviens pas de ce que j'ai fait. » Termina-t-elle doucement. J'acquiesçai. Oui. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner ? Sa voix était petite, vulnérable. Je travaille dessus, dis-je honnêtement. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Elle acquiesça, acceptant. Je peux vivre avec ça tant que tu continues à travailler dessus. Après le dîner, nous avons marché dans le centre-ville, la soirée d'été douce autour de nous. Nous ne nous tenions pas la main, mais nous marchions suffisamment près pour que nos bras se frôlent occasionnellement. Cela ressemblait à un progrès, petit, hésitant, mais un progrès.
6 mois après le jour J, nous étions toujours en thérapie, toujours à travailler sur les problèmes, toujours à dormir dans des chambres séparées, mais nous parlions aussi plus, partagions plus, sortions régulièrement. Mel s'épanouissait dans son nouvel emploi, libérée de l'influence toxique d'Alex. J'avais été promu chef de projet senior, supervisant la plus grande expansion autoroutière que notre cabinet avait entreprise. Une nuit, près d'un mois après que tout eût éclaté, je rentrais chez moi et trouvais Mel assise à la table de la cuisine, regardant son ordinateur portable avec une expression étrange. « Tout va bien ?» demandai-je en posant ma mallette. Je viens de recevoir un email de Jessica Miller, la nouvelle fille de la finance de Silver Creek. Que voulait-elle? Me remercier? Mel tourna l'ordinateur portable pour que je puisse voir le message. Apparemment, après le licenciement d'Alex, 5 autres femmes se sont manifestées avec des expériences similaires. 2 de Silver Creek, 3 de son ancienne entreprise. Il y a un schéma qui remonte à au moins 8 ans. Je parcourus l'email. Jessica écrivait qu'au début, elle s'était sentie flattée par l'attention, mais que quelque chose ne lui semblait pas juste. Elle avait entendu parler de la plainte de Mel et s'était rendue compte de ce qui se passait et avait eu l'impression d'avoir été sauvée de commettre une terrible erreur. « Tu as fait quelque chose de bien, dis-je doucement en m'avançant. Peut-être, mais j'ai d'abord fait quelque chose de mal. Elle ferma l'ordinateur portable. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'étais susceptible à son, quoi que ce soit, et je pense que je cherchais de l'excitation, de la validation, quelque chose pour me sentir vivante à nouveau. Elle regarda directement vers nous. Notre vie était devenue si prévisible, Nat, si sûre. J'aime la sécurité, je le fais, mais parfois j'ai besoin de plus. Plus que ce que je te donnais, plus que ce que nous nous donnions l'un à l'autre. Elle se corrigea. Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de comprendre ce qui manquait pour que nous puissions décider si nous voulons le trouver ensemble ou séparément. Le mot séparément resta suspendu dans l'air entre nous. C'était la première fois que l'un de nous mentionnait explicitement la possibilité de mettre fin à notre mariage. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je, me surprenant par la franchise de la question. « Je nous veux, dit-elle sans hésiter. Je veux reconstruire, être meilleur, plus fort, mais seulement si tu le veux aussi. » Je le voulais. La trahison faisait encore mal. L'image d'elle entrant dans cette chambre de motel me revenait encore à l'esprit à des moments inattendus. Mais sous la douleur, il y avait toujours de l'amour, toujours une histoire, toujours une possibilité. Je ne suis pas prêt à décider encore, dis-je honnêtement, mais je ne suis pas prêt à partir non plus. Elle acquiesça, acceptant cela. Assez juste. 2 mois après le jour J, comme j'en étais venu à l'appeler, Mel reçut une offre d'emploi de Mountain View Recreation Vehicles, le principal concurrent de Silver Creek de l'autre côté de la ville. Meilleur salaire, meilleurs avantages, aucun antécédent de harcèlement au travail. Je vais la prendre, me dit-elle pendant le dîner. Cela ressemble à un nouveau départ. Je pense que c'est intelligent. J'ai acquiescé. Elle commence dans 2 semaines, elle hésita un instant. Il y a autre c'est. Oh, ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que c'est? Envisagerais-tu un rendez-vous avec moi? Elle semblait nerveuse, presque timide, non pas pour faire comme si tout allait bien, mais pour, je ne sais pas, nous rappeler ce que nous aimons l'un chez l'autre. Ce qui nous a rapprochés en premier lieu. Un rendez-vous, un concept si simple, mais qui semblait transcendant dans notre situation actuelle. Où irions-nous? Me suis-je surpris à demander. N'importe où, sauf au Lakeside Motel, dit-elle. Une petite tentative d'humour qui me fit sourire. Que dirais-tu de Marlowe? Suggérai-je. C'est là que nous avons eu notre premier rendez-vous il y a 13 ans, avant le mariage, avant la trahison, quand tout était nouveau et plein de possibilités. Ses yeux s'illuminèrent. Sérieusement, tu voudrais y aller? Pourquoi pas? La nourriture est toujours bonne. Et je pris une profonde inspiration. Et je ne suis pas prêt à abandonner notre histoire non plus, Mel. Je suis toujours en colère, toujours blessé, mais je veux essayer. Elle se pencha timidement par-dessus la table, prenant ma main. Cette fois, je ne la retirai pas. Merci, murmura-t-elle, d'être prêt à essayer. La date à Marlowe était étrange. En partie, un premier rendez-vous maladroit, en partie, des retrouvailles entre vieux amis, en partie, une négociation tendue. Au début, nous nous sommes tenus à des sujets sûrs. Le travail,
la nouvelle maison de Tony et Rachel, un film que nous voulions tous les deux voir. Mais progressivement, la conversation s'est approfondie. Tu te souviens de notre première fois ici, demanda-t-elle en enroulant des pâtes autour de sa fourchette. Tu étais si nerveux que tu as renversé ton verre d'eau. Je souris au souvenir. Et tu n'as même pas bronché. Tu as juste aidé à nettoyer et continué à parler comme si de rien n'était. J'essayais de t'impressionner, admit-elle. Tu me plaisais vraiment. Tu me plaisais vraiment aussi. Je la regardais dans les yeux. Je le fais encore quand tu ne te souviens pas de ce que j'ai fait. Termina-t-elle doucement. J'acquiesçai. Oui. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner? Sa voix était petite, vulnérable. Je travaille dessus, dis-je honnêtement. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Elle acquiesça, acceptant. Je peux vivre avec ça tant que tu continues à travailler dessus. Après le dîner, nous avons marché dans le centre-ville, la soirée d'été douce autour de nous. Nous ne nous tenions pas la main, mais nous marchions suffisamment près pour que nos bras se frôlent occasionnellement. Cela ressemblait à un progrès, petit, hésitant, mais un progrès. 6 mois après le jour J, nous étions toujours en thérapie, toujours à travailler sur les problèmes, toujours à dormir dans des chambres séparées, mais nous parlions aussi plus, partagions plus, sortions régulièrement. Mel s'épanouissait dans son nouvel emploi, libérée de l'influence toxique d'Alex. J'avais été promu chef de projet senior, supervisant la plus grande expansion autoroutière que notre cabinet avait entreprise. Une nuit, après un rendez-vous particulièrement agréable dîner et concert au parc où nous nous sommes tenus maladroitement devant les portes de nos chambres respectives. J'ai passé un très bon moment ce soir, dit Mel, comme une adolescente après le bal de promo. Moi aussi, j'hésitais. Puis j'ajoutai, tu veux dormir dans notre chambre ce soir? Juste dormir, précisai-je rapidement. Je ne suis pas encore prêt pour plus. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu es sûr? Non, admis-je. Mais je crois que je veux essayer. Cette nuit-là, nous nous sommes allongés côte à côte dans notre lit, avec une distance prudente entre nous. C'était étrange et différent à la fois, comme revenir à une maison d'enfance, reconnaissable mais différente. Nat, murmura-t-elle dans l'obscurité. Oui, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de le faire, même quand je commettais la plus grande erreur de ma vie. Je restai silencieux un long moment. Je t'aime aussi. C'est ce qui faisait si mal. Elle ne répondit pas, mais je la sentis se rapprocher légèrement, sans se toucher, mais plus proche. Je ne m'éloignai pas. Personne n'avait jamais été suffisant. Personne d'autre. Personne ne connaissait assez pour être suffisant pour moi. 8 mois après le jour J, Mel reçut une lettre certifiée. Elle provenait d'un cabinet d'avocats représentant plusieurs femmes qui intentent une action collective contre Silver Creek Hervey et contre Alex Davison, personnellement, pour harcèlement sexuel systématique et pour avoir créé un environnement de travail hostile. Ils voulaient que Mel se joigne au procès en tant que plaignante. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je après qu'elle m'eut montré la lettre. Elle était assise à la table de la cuisine, tapotant ses doigts. Une partie de moi veut me joindre pour aider ces autres femmes, mais une autre partie veut passer à autre chose. En finir avec ça. Elle acquiesça. Qu'en penses-tu? Que devrais-je faire? J'y réfléchis. Je pense que tu devrais faire ce qui t'aidera à guérir. Si te joindre au procès t'apporte une clôture, fais-le. Si cela rouvre des blessures, ne le fais pas. Elle sourit légèrement. Quand es-tu devenu si sage? La thérapie, dis-je sèchement, beaucoup de thérapie. Finalement, elle décida de fournir une déclaration sous serment et des preuves, mais de ne pas se joindre en tant que plaignante désignée. C'était un compromis qui lui permettait d'aider sans revivre quotidiennement le traumatisme à travers les procédures légales. Le procès fit les gros titres locaux. Le nom et la photo d'Alex furent publiés avec des détails sur son comportement prédateur. Sa femme le quitta, emmenant leurs 2 enfants. Sa réputation était en lambeaux. La dernière nouvelle. Résultat, il avait déménagé dans un autre état et ne parvenait pas à trouver du travail dans le secteur. Je ne pouvais pas le plaindre. Il n'était plus personne. 1 an après le jour J, nous avons fait un week-end à la côte. C'était un choix délibéré. Notre anniversaire tombait exactement 1 an et 2 jours après que j'ai découvert l'aventure. Nous devions nous réapproprier ce temps, créer de nouveaux souvenirs pour recouvrir les douloureux.
Nous avons marché sur la plage, dîné dans un bon restaurant, séjourné dans un hôtel de charme avec vue sur l'océan. Nous avions recommencé à être intimes depuis quelques mois, avec prudence, timidement au début, puis avec un confort et une passion grandissant. Pas la même chose qu'avant, mais peut-être plus profond d'une certaine manière, plus intentionnelle. Cette nuit-là, après avoir fait l'amour, nous sommes restés enlacés, écoutant les vagues se briser derrière notre fenêtre. « Es-tu heureux » demanda Mel doucement, la tête sur ma poitrine. J'y réfléchis. J'étais heureux, pas de la manière simple dont je l'avais été auparavant, mais il y avait maintenant quelque chose de plus, une paix durement gagnée, une compréhension plus profonde de nous-mêmes et l'un de l'autre. « J'y arrive, dis-je honnêtement, avec toi. » Elle leva la tête pour me regarder. « Parfois, je me demande encore pourquoi tu es resté, pourquoi tu as voulu réessayer. »« Parce que 12 ans, ça compte, dis-je simplement. Parce que ce que nous avions valait la peine de se battre, parce que les gens font des erreurs, même de terribles erreurs, et parfois ils méritent une seconde chance. Tout le monde ne le verrait pas de cette façon. Je ne suis pas tout le monde. Et toi non plus. Non, convint-elle. Je suis juste une femme qui a failli jeter le meilleur de sa vie et qui a eu la chance d'obtenir une seconde chance. Nous avons tous les deux eu une seconde chance, corrigez-je, de construire quelque chose de mieux. Et nous construisions quelque chose de mieux, lentement, parfois douloureusement, mais avec un but et un engagement. Notre mariage n'était pas parfait. Aucun mariage ne l'est, mais c'était le nôtre. Cicatrice et tout. Nous avions regardé l'abîme l'un avec l'autre et nous nous étions quand même choisis. Il y avait une force dans ce choix, une force que je commençais à peine à comprendre. Alors que nous nous endormions, je réalisais quelque chose. Le nœud à mon estomac, la glace dans mes veines, qui avaient été mes compagnons constants pendant des mois après la découverte de l'aventure, avaient disparu. Non pas oubliés, mais transformés en autre chose. Quelque chose comme de la sagesse, peut-être, ou du pardon, ou simplement la reconnaissance que l'amour est plus compliqué, plus résilient et plus précieux qu'il ne l'avait jamais compris auparavant. Il y a un an, j'étais assis dans ma voiture sous la pluie, regardant mon mariage mourir. Cette nuit, je tenais ma femme dans mes bras, sentant notre mariage renaître, différent, plus complexe, mais vivant et réel et nôtre. Ce n'était pas la fin que j'avais espérée. Ce n'était pas une fin du tout. C'était, réalisais-je, un nouveau commencement. Musique.